Bonjour et bienvenue à ce quatrième webinaire sur le monde de la santé face aux cybermenaces, hein. Nous allons parler aujourd'hui des bâtiments hospitaliers et de la façon de protéger des processus de leur gestion technique. Je suis toujours Stéphane Prévost, hein. Je suis donc Product Marketing Manager chez Storm Shield, pardon. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés par Honeywell, qui est une société américaine qui apporte des solutions de technologie métier dans différents secteurs, hein, comme l'aéronautique, l'industrie et notamment le bâtiment, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Et je vous invite donc à accueillir Cédric Bérou, hein, que je laisse se présenter avant que je reprenne la partie introduction de ce webinaire. Bonjour à tous, merci Stéphane pour cette introduction. Donc Cédric Bérou, je fais partie de la division Honeywell Connected Enterprise qui propose des solutions en analytics de bâtiments, tout ce qui est maintenance prédictive, énergie optimisation et ce genre de sujet, et également en cybersécurité, qui est un sujet à part entière et nécessaire à la connectivité des bâtiments. Très bien, merci Cédric. Donc on va te retrouver dans un petit instant, juste le temps de vous faire une introduction brève de ce quatrième épisode que je vous propose de découper en trois parties. Dans un premier temps, après un rapide rappel des épisodes précédents de cette série de webinaires, justement on reviendra avec Cédric pour voir l'importance de la gestion technique des bâtiments dans le fonctionnement d'un hôpital, ainsi que les éléments à prendre en compte vis-à-vis du risque cyber. Et puis, je reprendrai la parole pour parler des solutions techniques qui permettent de sécuriser le réseau opérationnel de la gestion des bâtiments hospitaliers. Et puis, comme d'habitude, hein, à la fin de ce webinaire, on animera une session de questions-réponses. Donc, si vous avez une remarque, un commentaire ou une question à remonter, n'hésitez pas à utiliser la zone dédiée à cet effet, hein, la zone de questions de l'application GoToWebinar. Je reprendrai ces questions et puis je donnerai la parole soit à Cédric, soit je répondrai moi-même à la question en fonction de qui est concerné. Donc en guise d'introduction, je vous propose donc de revenir rapidement sur les épisodes précédents, où dans les deux premiers épisodes, nous avions vu que les hôpitaux étaient une cible de choix pour les cybercriminels, que ces hôpitaux étaient sensibles à l'environnement cyber et que la connectivité apportée par la transformation numérique les avait rendus hypersensibles à cet environnement. Nous avions notamment parlé dans le deuxième épisode de la mise en place d'une organisation, d'une cybergouvernance pour élever le niveau de sécurité. Et puis enfin, en début de semaine, nous avions justement décliné cette notion de politique de sécurité au niveau des dispositifs biomédicaux connectés qui étaient présents au sein du système d'information des hôpitaux. Donc aujourd'hui, nous poursuivons justement cette déclinaison opérationnelle en parlant de gestion technique de bâtiments et pour ce faire, je vais laisser la parole à Cédric qui va nous expliquer tout ça. Merci. Ok, donc l'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu l'environnement qui est géré par le bâtiment en fait hospitalier, clairement. L'hôpital, de manière générale, a une multiplicité de systèmes qui doivent être gérés et souvent qui sont concentrés dans ce qu'on appelle une GTB, une BMS ou une GTC. Ce sont des termes qui sont régulièrement employés. Est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Ces systèmes, en fait, couvrent énormément de métiers et des métiers qui sont souvent vus comme des métiers assez simples et assez basiques, hein. Quand on prend la clim, voilà, la GTB, ça gère la clim, l'éclairage, bon, rien n'est prioritaire dans ce genre de sujet. Bon, en général, l'incendie, on a une tendance à plutôt attirer l'attention parce que c'est quand même vital. Contrôle d'accès, vidéosurveillance, tout ce genre de choses sont gérés par des systèmes de GTB qui sont bien souvent un peu laissés dans des VLAN qui sont en autogestion ou qui sont supervisés par des DS2I. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces métiers-là, comme
comme l'énergie management, la clim, l'éclairage, le contrôle d'accès, ce genre de choses, ont tous un risque vital et qui participent à un risque vital dans l'hôpital. Et c'est quelque chose de primordial. Si on regarde le cas de la climatisation, qui est un sujet souvent très basique, a priori, et ce qui ne l'est pas dans un hôpital, parce que clairement, si on prend le cadre d'un bloc opératoire en néonat, où on vient opérer des nouveau-nés ou des enfants en bas âge, les conditions opératoires sont gérées par ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'on doit avoir une température entre 16 et 18 degrés, un taux de renouvellement d'air qui est maîtrisé et géré pour éviter tout ce qui est contamination. Et également l'éclairage qui va y être associé parce qu'on doit avoir euh, certaines couleurs chromatiques différentes en fonction des opérations, etc. Et si ces systèmes-là ont tendance à ne plus fonctionner, le bloc opératoire ne peut plus être utilisé. Et si on va un petit peu plus loin de tout ça, certains chirurgiens ont même leur propre bloc opératoire et leurs petites habitudes. Donc en fait, on vient chambouler tout ça avec un sujet qui est assez simple, qui est la clim, faire du chaud et du froid, filtrer l'air. Et en fait, on peut assez vite se retrouver en situation de crise. Si on prend le cas par exemple d'une chaufferie sur un hôpital, lorsque le système qui va gérer cette chaufferie tombe en panne, on peut clairement se retrouver à évacuer sur décision préfectorale un hôpital et devoir déplacer les lits dans les hôpitaux aux alentours. Ça, c'est une réalité. C'est aussi un point d'entrée, on va dire, euh, assez aisé, on va dire, pour tout ce qui est hacker, etc. Parce qu'on a des systèmes qui sont souvent très hétérogènes. Si on prend le cas, par exemple, du contrôle d'accès, de la vidéo, on va avoir des systèmes qui sont plutôt basés sur des anciens systèmes type coaxial. On est plutôt sur de l'analogique. Et puis, on va avoir aussi des systèmes qui sont numériques avec des caméras directement en IP, etc. Et gérer toute cette différence de génération en permanence dans un hôpital, c'est très complexe. C'est très complexe et on a différentes méthodes de sécurisation de ces données-là, que ce soit par mot de passe, que ce soit par cryptage, etc. Mais en tout cas, tous les systèmes ne peuvent pas être gérés de la même manière et ça demande une vraie approche et une vraie compétence métier qui va être celle souvent du service d'exploitation qui va soit gérer la clim, va soit gérer les fluides, va gérer tout ce qui est maintenant général avec les ascenseurs, etc. Donc chacun en fait a son cœur de métier et doit le gérer et la question qui peut se poser, c'est qui a cette responsabilité au niveau de l'OT, parce que tout le monde travaille dans l'OT, dans son propre VLAN, et souvent on a même des interconnexions avec des réseaux qui sont encore très indépendants, et on vient avoir une petite patte de connexion. Donc on peut se retrouver avec des systèmes très poreux. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Donc les points de vigilance dans l'OT tout ce qui va être environnement, GTB, BMS, etc. Ce qui est important déjà pour comprendre les points de vigilance, c'est de comprendre l'architecture et comment sont structurés ces systèmes. Alors on n'est pas très éloigné de systèmes IT et informatiques, hein, donc on a des serveurs, on a des stations clients, on a ce qu'on appelle des contrôleurs de manière générale, que ce soit vidéo, contrôle d'accès, et puis en dessous on a des systèmes un peu qui sont souvent en bus, de moins en moins maintenant parce qu'on se retrouve beaucoup en full IP, d'où l'importance de sécuriser ces réseaux-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est aussi quels sont les protocoles qui traversent ce VLAN. On va avoir des protocoles qui vont être totalement différents pour tout ce qui va être gestion de clim, etc. Des protocoles différents pour tout ce qui va être contrôle d'accès, vidéo, également sur l'énergie, il y a des protocoles qui sont spécifiques à la gestion des compteurs. L'incendie également a ses propres systèmes et ses propres communications. Et c'est très important de connaître cet environnement-là et pas juste le cacher dans un VLAN ou le stocker dans un VLAN en disant ok, notre VLAN il est hermétique, tout se passera bien. On n'est pas à l'abri d'avoir un jour un automate Linux ou une caméra basée sur couche Linux qui deviennent zombies et qui puissent par l'intermédiaire de protocoles ou de codecs vidéo, venir contaminer d'autres systèmes qui, eux, à leur tour, vont être des zombies et vont venir ensuite attaquer de manière globale à un moment donné. Et en général, on l'a vu avec le Covid, c'est rarement les bons moments. On n'a jamais eu autant d'agressions dans le milieu hospitalier qu'en période de Covid. C'est jamais le bon moment et puis on va avoir un système qui s'écroule complètement. Et de toute façon, tous ces systèmes dans le bâtiment et dans le milieu hospitalier ont une importance vitale et un impact qui peut être très important. Je te laisse passer à la suite.
Donc les différentes menaces, donc on a les menaces qui sont assez classiques, hein, la clé USB, ce genre de choses. Donc on a des solutions pour éviter ça, des vérificateurs de clé USB avec certification. Voilà, c'est des environnements que Honeywell sait maîtriser pour cette partie-là. Ensuite, on va avoir sur tout ce qui est automate du cryptage, ce genre de choses. On va avoir dans les caméras également des connectivités spécifiques pour authentifier l'émetteur-récepteur. On va avoir du cryptage aussi du flux de données dans les serveurs pour éviter une malveillance ou quelqu'un qui vienne supprimer un clip ou modifier un clip vidéo, par exemple, parce qu'on a aussi un devoir légal de pouvoir fournir des vidéos à une police ou à des organisations de l'État. Et en contrôle d'accès, on est sur quelque chose qui est déjà assez sécurisé en termes de flux de données, de lecteurs de badge, etc. Mais n'empêche qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui trouve une porte ouverte dans un local technique qui est assez obscur dans un hôpital, et puis qui viennent se connecter sur l'automate ou en lieu et place de l'automate, et puis qui viennent agresser le réseau OT pour commencer par rapport à ça, puis après pouvoir remonter jusqu'à l'IT. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Un hôpital, ça reste quand même quelque chose de souvent ouvert. On a du mal à gérer les entrées et les sorties, contrôler si les personnes ont bien des raisons d'être dans l'hôpital ou pas. On le voit de plus en plus. Donc voilà, c'est des choses où on n'est pas à l'abri d'avoir une porte mal fermée, mal sécurisée, et puis on va rentrer par ça. Et puis après, on a aussi tout ce qui est accès extérieur. Personnellement, moi, je m'occupe de la partie Honeywell Connected Enterprise. Donc, on a en France et Belgique, et on a une solution qui s'appelle Forge qui permet de se connecter sur ces équipements-là, donc sur les GTB, extraire les données dans le cloud et faire une analyse et pouvoir fournir tout simplement de l'analytics, l'état de santé de vos installations, de l'eau chaude sanitaire, des blocs opératoires, etc. Et à partir du moment où on va ouvrir ces flux, forcément on se doit d'avoir un fournisseur de ce type de service qui soit très bien organisé et qui soit bien capé pour pouvoir subir les agressions et en même temps résister à ces agressions. Donc on a toute une architecture qui est liée à ça. Cependant, il est important de contrôler les flux qui transitent dans ces réseaux-là, des flux qui vont transiter de manière interne, hein, d'automate à automate, de caméra à streamer, ce genre de choses. Et ça, c'est très important de pouvoir détecter au niveau du flux la problématique, parce qu'on peut avoir tous les systèmes qui ont les bons mots de passe, les bons niveaux de sécurisation, les derniers firmware à jour, etc. Si le flux n'est pas contrôlé, on a quand même une vulnérabilité à ce niveau-là. Je te laisse reprendre la main. Il y avait un Exact, dernier la slide sur la... responsabilité, pardon, je l'oublie. Euh, Effectivement, donc, dans tous ces flux-là, dans tous ces réseaux-là, etc., la responsabilité se pose de savoir qui est la responsabilité de surveiller ces réseaux-là. De mon expérience et de mon point de vue dans le bâtiment et dans l'hospitalier, en général, l'IT propose un VLAN. Ce VLAN est géré par des règles qui vont être discutées avec les acteurs qui vont gérer la GTB, etc. On va ouvrir certains ports, mais une fois que ça c'est fait, on ne va pas contrôler en permanence que les flux soient corrects, que les flux ne soient pas corrompus, qu'on n'ait pas une activité anormale, un flux qui soit anormal, etc., entre deux machines, par exemple. En général, on est plutôt en train d'utiliser l'infrastructure l'OT utilise souvent l'infrastructure de l'IT, tant physique que virtuelle. Et la question se pose de qui va avoir cette responsabilité. Est-ce que c'est chaque entité qui va gérer son métier? Parce que souvent, dans les grands hôpitaux, surtout, on le voit, chaque système va avoir, chaque métier va avoir son système. Donc on va avoir l'électricité qui va avoir sa propre gestion, sa propre GTC pour une boucle, pour un configurateur de boucle. L'énergie va avoir son propre système, la vidéo a son propre système. Et attenant à ça, on aura chacun ses services en fait. Chacun a son service pour gérer ça. Et tout le monde n'a pas la compétence outil pour gérer ça. Donc la question se pose, c'est l'IT a une forte compétence cybersécurité, infrastructure, etc. Par contre, a souvent, je ne critique pas, hein, chacun ses métiers, mais souvent peu de connaissances du risque et de l'environnement dans lequel travaillent certains équipements dans leur VLAN. Et à l'inverse, les équipes opérationnelles ont peu de compétences IT, OT, cybersécurité dans l'environnement IT qui leur est proposé, dans les VLAN qui leur sont proposés. Donc la question est vraiment d'avoir qui va avoir la responsabilité de ça et quels vont être
les moyens mis en place et la méthodologie de travail qui va être mise en place. Bon. On vous propose à ce sujet un petit sondage rapide. On vous invite à répondre au sondage en ligne en quelques secondes. C'est juste une question. Donc, qui peut avoir la charge du réseau outil qui doit s'afficher normalement sur votre interface GoToWebinar. Vous avez juste à cliquer et puis on analysera rapidement ces deux réponses. Alors, on voit que ça Voilà. alors on est sur du 60-40. L'IT doit gérer l'outil et 40%, chaque entité doit gérer son propre outil. Encore quelques personnes qui n'ont pas répondu. Voilà, Ça bouge encore un petit peu. C'est une vraie question. Hein. Là, on est autour du 64-36%. C'est pas surprenant d'avoir cette ambiguïté en fait entre les résultats, parce que clairement, pour pouvoir gérer l'outil, il faut pouvoir gérer le fournisseur du service. Et celui qui gère le fournisseur du service, en général, c'est l'entité. C'est le service maintenance, c'est le service exploitation, maintenance générale, fluide, électricité. C'est eux qui vont gérer tout le temps, très souvent, le prestataire qui va intervenir. Et c'est à ce prestataire-là d'appliquer les dernières mises à jour, d'appliquer des politiques de mot de passe, etc. Donc, à mon sens, si on est dans un cas où l'entité doit gérer son outil et donc son outil, pas son outil, mais son outil et sa cybersécurité, il faut absolument que cette entité connaisse et challenge son prestataire, son fournisseur en termes de mise à jour de firmware, politique de mot de passe. Ce sont les premières barrières qui sont rarement mises en place et c'est souvent celles-là qui sont attaquées. Hier, j'ai reçu une news comme quoi il y avait un hôpital dans l'Ouest qui avait été attaqué. Seul le fichier patient a résisté. Il y a quelques années de ça, il y avait un autre hôpital dans le centre où plus de téléphonie du tout pendant 48 heures. Donc ça devient très risqué et on parle de systèmes qui sont basiques. Hein, la clim et la téléphonie, ce sont des systèmes assez basiques et qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Mais en attendant, ils ont un fort risque et un fort impact dans l'organisation hospitalière. À l'inverse, si c'est à l'IT de gérer l'OT, les équipes IT vont devoir s'appuyer sur les entités qui ont ces outils-là. Et aujourd'hui, cette relation est en train de se créer. Certains sont en avance, certains sont plutôt fébriles par des expériences un peu particulières où les gens ont du mal à se comprendre parce que chacun a sa façon de parler. Hein. Le bâtiment a sa façon de parler avec ses protocoles, avec ses spécificités, etc. Et l'IT aussi a sa façon de parler parce qu'on a d'autres langages et d'autres risques qui doivent être gérés. Et souvent, c'est de l'incompréhension et il faut arriver à mettre tout ça dans le même sens pour qu'on puisse avoir un résultat qui soit correct. Mais en tout cas, on voit que c'est assez partagé. Voilà. Merci Cédric. Je vais reprendre la main. On est revenu sur les slides. Justement donc merci à Cédric pour cette analyse bien complète du fonctionnement et des points de vigilance. On a quelques clés au niveau des solutions. Justement, on va rentrer plus dans le détail sur cette dernière partie du webinaire et où donc les actions qu'on peut mettre en place, des points fondamentaux pour sécuriser un hôpital, notamment plus spécifiquement autour de la gestion des bâtiments. Donc là, la première action à mettre en œuvre, on en a un petit peu parlé au niveau précédemment dans un autre épisode, dans l'épisode numéro 2, mais surtout Cédric l'a évoqué dans la notion de connaissance de l'environnement, la nécessité de cartographier les risques et de bien connaître son environnement. Et comme le montre le résultat d'une étude qui a été menée par l'Observatoire des sites de santé en 2018, cette notion de cartographie, elle est plutôt bien maîtrisée. Alors c'est un peu logique, vous me direz, vu l'importance que les risques ont sur le fonctionnement d'un hôpital, la vie des patients ou encore la gestion sanitaire avec des notions d'infection nosocomiale ou des choses comme ça. Donc c'est des risques qui sont bien à appréhender.
Donc ça va permettre, donc l'idée c'est d'identifier les équipements qui sont sensibles ou qui sont primordiaux dans la gestion technique des bâtiments. Et le but c'est de les protéger en priorité. Parler d'interconnexion, donc chaque entité a sa propre gestion. Par contre, l'évolution fait que certains ont besoin d'interconnexion, certains ont besoin de s'ouvrir vers l'extérieur, que ce soit pour de la télémaintenance, que ce soit pour échanger des données. Et donc, du coup, il va falloir bien appréhender ces notions-là. Et puis, on a vu typiquement la machine qui produit l'air réfrigéré ou l'air conditionné, on a vu son importance et donc, du coup, la nécessité de mettre en place cette cartographie des risques. Et on peut se dire qu'avec 92% des hôpitaux qui disposent d'une analyse de risque, on voit que cette notion, elle est plutôt bien appréhendée, mais elle est surtout mise en œuvre. En fait, on s'est rendu compte qu'elle était surtout mise en œuvre à un instant T. En effet, on a constaté que, par exemple, quand on ajoutait des nouveaux matériels, ça peut avoir une incidence, enfin, ça a une incidence sur le système d'information. Et l'analyse de risque n'était pas conduite. Donc, elle est conduite à un instant T, mais elle n'est pas reconduite au fur et à mesure de l'évolution du système d'information qui évolue au quotidien. Et cette analyse de risque, elle doit se traduire dans le temps, d'une part, sur les nouveaux équipements, mais également dans le suivi des logs et donc des journaux d'incidents pour vérifier la conformité à la politique de sécurité qui a été mise en place, donc la conformité ou les écarts, afin justement de se protéger des menaces dans le temps. Donc une fois qu'on a effectué cette analyse, on va pouvoir mettre en place les solutions techniques qui vont venir renforcer le niveau de sécurité cyber du système d'information, et en commençant, comme on l'a vu dans la partie juste avant, par les machines les plus sensibles. Donc, comme on l'a vu avec Cédric au niveau du slide sur les différents types de menaces, l'infection d'un poste de travail, que ce soit parce qu'il n'est pas à jour ou parce qu'on a connecté une clé USB, ça peut venir perturber le système de gestion des bâtiments, et donc ça peut avoir une incidence plus ou moins importante en fonction du système qui a été impacté. Donc, dire si c'est par exemple les ascenseurs, c'est moins grave, encore que du coup, il faut gérer tout le cheminement des patients, il faut potentiellement revoir tout le cheminement des patients. Et si c'est l'approvisionnement en oxygène ou la gestion d'air conditionné, c'est beaucoup plus problématique. Donc, il est nécessaire de protéger les postes de travail les plus sensibles contre des menaces qui pourraient profiter du fait que, par exemple, le système d'exploitation, l'OS, serait obsolète, que le serveur ne serait pas suffisamment sécurisé, ou encore que l'application outil ne serait pas patchée. Et en fait, pour faire face à ces faiblesses, qui sont propres au système opérationnel, il est nécessaire de renforcer la protection des postes. Et dans ce genre d'environnement, on se rend compte que les systèmes à base d'antivirus, donc à base de signature, sont souvent inopérants. D'une part parce que c'est pas facile de mettre à jour, on n'accepte pas forcément les mises à jour des bases de signature comme ça sur des systèmes qui sont plutôt figés. C'est complexe de les mettre à jour. Et puis parfois, les solutions antivirus sont incompatibles avec l'OS qui lui-même est obsolète. On l'a vu dans les précédents épisodes sur l'hétérogénéité des parcs, où on avait des OS, des postes de contrôle qui étaient sur des systèmes d'exploitation obsolètes et qui étaient connectés à une machine dernier cri. Donc voilà, c'est problématique. Il faut prendre en compte cette menace-là. Et donc, il existe des solutions pour justement élever le niveau de sécurité et qui fonctionnent sans base de signature. Elle s'appuie en fait sur de l'analyse comportementale au niveau des appels qui sont faits au système d'exploitation. Et le but, c'est de vérifier qu'ils ne sont pas anormaux ou suspects. Et s'ils sont suspects ou anormaux, on va venir les bloquer. Et puis, on a vu également avec la clé USB qu'il y avait d'autres types de menaces qui pouvaient arriver par des clés USB infectées. Et donc, pour faire face à ce type d'infection, il est nécessaire de déployer des solutions de contrôle qui vont venir protéger ou du moins contrôler les périphériques, soit en interdisant, ce qui est un peu drastique, l'usage de clés USB, mais ou du moins en contrôler l'usage, en disant, voilà, vous pouvez utiliser le clé USB, mais à condition qu'elle soit sécurisée
et qu'elle soit par exemple passée par un sas de contamination. C'est des choses qui sont assez bien dans les systèmes opérationnels. Donc la première solution, c'est la protection des postes. Et puis la deuxième solution concerne plutôt le réseau. Cédric en a parlé au niveau de l'étanchéité, au niveau des VLAN, le fait que les réseaux deviennent de plus en plus connectés avec l'extérieur. Donc il est nécessaire de déployer des solutions pour contrôler ce réseau opérationnel. On a vu, historiquement, ils étaient indépendants, mais là, ils deviennent de plus en plus hétérogènes pour eux. Et donc, il est primordial, d'une part, d'isoler ces réseaux de manière à ce que chaque système soit isolé les uns par rapport aux autres. Pour ceux qui sont familiers avec la norme EN 62443, du moins la partie dédiée à la cybersécurité des systèmes industriels, on retrouve cette approche de segmentation réseau derrière la notion de zone et de conduit dans cette norme EN 62443. Et cette segmentation de réseau, elle s'effectue en déployant des équipements spécifiques qui vont permettre d'isoler les environnements les plus critiques. Dans l'exemple que je vous propose, vous avez peut-être remarqué le poste d'un prestataire externe avec un Wi-Fi connecté au Wi-Fi de l'hôpital. Cette connexion a été justifiée par la nécessité de récupérer auprès du site du fournisseur la dernière version du logiciel afin de lancer l'opération de maintenance. En soi, pourquoi pas, encore que on se pose la question de je connecte une machine comme ça au Wi-Fi, c'est un peu dangereux quand même, parce qu'on a un accès direct, on ouvre un accès direct du réseau opérationnel à Internet. Et donc, du coup, c'est plutôt dangereux en termes de cybermenaces. Donc, la segmentation du réseau va permettre d'isoler du reste du réseau cette machine qui est directement connectée à Internet. En déployant un équipement, on va venir isoler cette machine EXT, pour la maintenance externe, isolée du reste du réseau. Et ce type de protection, elle offre la double capacité d'une part de bloquer la propagation d'une attaque, qui serait limitée par exemple à cette machine-là, et elle va aussi complexifier la connaissance du réseau opérationnel. Donc si l'attaque, elle ne pourra pas se propager au réseau isolé, donc elle sera plus difficile pour elle d'aller sur les autres machines. Et puis d'autre part, ça va complexifier la connaissance, ça va nécessiter des actions supplémentaires aux cybercriminels pour découvrir le reste du réseau, où se situent les équipements les plus critiques. Donc il va, typiquement de cette machine affectée, machine externe, qui est directement connectée à Internet, on pourrait imaginer qu'elles sont infectées. Du coup, pour se connecter à la partie GTB, il devra passer 2 machines typiquement, et donc ça complexifie son apprentissage, et donc ça ralentit sa progression au sein du réseau. Donc on peut donc segmenter au plus près des équipements, et puis avec certains équipements de segmentation qui sont ce qu'on appelle des équipements multifonctions, on va être capable aussi de mettre en place du contrôle de flux pour restreindre l'accès d'un équipement particulier qu'à une seule ou un groupe de stations de travail. C'était qu'on avait un petit peu parlé, on est capable justement de mettre en place du contrôle de flux pour gérer qui accède à quoi, typiquement de mon réseau OT vers mes machines GTB, pour garantir que c'est bien le bon poste de contrôle qui accède au bon équipement, et qu'on n'a pas une personne ou une machine typiquement sous Linux qui serait devenue un zombie et qui serait potentiellement utilisée par un hacker pour propager une attaque. Donc, voilà les 2 grandes familles, contrôle de poste et contrôle de réseau. Je vous propose maintenant de voir rapidement les solutions de Storm Shield en la matière, à commencer justement par notre gamme de produits Storm Shield Network Security, qui sont donc une gamme d'équipements qui inclut donc ce qu'on appelle des form factors différents pouvant être déployés dans un environnement, donc dans des baies informatiques ou dans des environnements beaucoup plus contraints, dans des environnements industriels, voire même on peut déployer la solution sur des machines virtuelles. L'avantage, c'est une seule et même solution, quel que soit le type de form factor. On va être capable de faire de la segmentation réseau, on va être capable de faire du contrôle de flux,
donc avec du contrôle d'accès avancé, comme on l'a décrit. La grosse force de nos équipements, c'est que c'est leur facilité de déploiement. On va être capable de venir déployer la solution au sein du réseau sans avoir à modifier la topologie existante du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déploie des équipements comme ça pour segmenter ou pour faire des contrôles de flux, on va être obligé de mettre en place ce qu'on appelle du routage. Et donc souvent, il faut reconfigurer le réseau pour dire au réseau, ben voilà, maintenant c'est cette machine-là qui va faire office de coupure. Et donc c'est assez impactant. Là, avec nos produits, il vient juste se positionner dans le réseau et on va être capable d'assurer la protection du réseau de manière complètement transparente. Donc c'est une des grosses forces du système. Et puis on offre également des solutions pour sécuriser les communications, ce qui permet par exemple de ramener un point de terminaison sécurisé pour faire de la maintenance à distance. Donc la personne à distance va se connecter sur un de ces équipements, par exemple, au travers d'une communication sécurisée, pour effectuer, arriver au plus près de l'automate ou du poste de contrôle sur lequel il doit intervenir. Et puis la deuxième gamme de solutions, c'est notre gamme de solutions StampShield Endpoint Security, qui est donc une gamme conçue pour venir en complément des antivirus. Donc elle peut bien sûr s'installer toute seule, typiquement sur des postes de contrôle qui sont obsolètes. On fonctionne sans base de signature, donc à base d'analyse comportementale, où on va être capable de reconnaître des menaces qui sont inconnues en fonction des appels anormaux qui peuvent être faits au niveau du système. Donc on va vraiment travailler sur ce qu'on appelle répondre aux vulnérabilités des applications et détecter les comportements anormaux pour venir les bloquer. Et puis cette solution offre également la capacité d'offrir du contrôle de périphérique pour contrôler notamment les clés USB, pour autoriser par exemple des clés USB qui soient conformes, ou voire même maîtriser les communications pour par exemple, si c'est déployé sur un poste de télémaintenance, à partir du moment où le poste de télémaintenance a ouvert un tunnel sécurisé sur le réseau opérationnel, il n'y a aucune autre connexion qui est autorisée sur ce poste-là. Ce qui fait qu'on va par exemple empêcher ce qu'on appelle les attaques par rebond. C'est-à-dire qu'un hacker qui a pris la main sur le poste, il va être en contrôle à distance sur le poste de la télémaintenance. Mais de là, en fait, même si sa connexion est ouverte, à partir du moment où le tunnel VPN va être monté, donc la communication sécurisée va être montée avec le réseau opérationnel, la connexion, ce qu'on appelle du canal de command and control qui est contrôlé par le hacker, elle sera coupée automatiquement. Donc ça permet de contrôler ce type d'attaque par rebond, ce qui est hautement intéressant dans le cadre de télémaintenance. On terminera juste par une conclusion où on a vu donc avec Cédric qui nous a parlé des enjeux et des promesses autour de la gestion technique de bâtiments. On voit qu'on va au-delà de la simple clim, enfin du moins que la simple clim elle peut avoir une incidence au niveau d'un bloc opératoire. On a vu avec lui également les points de vigilance, les risques propres à la cybermenace dans le monde de la gestion technique des bâtiments hospitaliers. Et puis enfin, on a vu ensemble quelles solutions on pouvait mettre en place pour protéger à la fois les postes de travail qui sont connectés à ces équipements techniques pour gérer les bâtiments, et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre de la protection réseau pour contrôler les flux entre justement ces postes de travail et les équipements techniques liés à la gestion du bâtiment. Je terminerai juste ce webinaire en vous rappelant qu'il fait partie d'une série dédiée au monde de la santé face aux menaces cyber. On a vu ensemble le contenu des précédents épisodes, donc je ne reviendrai pas dessus. C'est juste pour vous rappeler que la semaine prochaine se tient le dernier épisode qui va être dédié au monde de la donnée, enfin à la donnée de santé et aux besoins de protection particulière autour de ces données-là. Donc voilà, on est bientôt à la fin. Je vous rappelle que ces épisodes sont disponibles depuis notre landing page, une page web dont on vous communique l'URL en ce moment sur le chat, et qui vous permet soit de vous inscrire pour le dernier épisode si ce n'est pas déjà fait, soit pour consulter le replay des précédents épisodes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va maintenant passer à la session des questions-réponses. Donc, je vais juste prendre connaissance de ces questions. Et puis,
On avait une question de Sébastien sur la téléphonie et ces téléphonistes qui, donc maintenant, avant c'était effectivement des téléphonistes, donc c'est juste un rebond sur ce que disait Cédric au niveau de la gestion téléphonique et que maintenant c'est des protocoles IP et que c'est géré par l'équipe IT. Donc, une autre question de Sébastien. L'outil est-il compatible avec un SOC? Est-ce que Cédric, vous voulez répondre? Pardon. Oui, bien sûr. C'est ce que d'ailleurs une partie de ce que Noël propose est également soit de communiquer avec un SOC pour combiner les données de l'outil en termes de cybersécurité, soit pour fournir des données à un SOC. Ouais. Donc oui, D'accord, très bien. totalement. Ouais. Merci. Ensuite, on a une autre question. Comment puis-je savoir que mon réseau OT est suffisamment sécurisé? Très bonne question. Tu veux répondre une partie, je réponds de l'autre? Non, je te laisse faire. On est Ok. plutôt sur des solutions et le fait de Alors savoir sur la son... partie, effectivement, ouais, sur la partie solution, la première approche déjà c'est de faire un audit préliminaire ou du moins un diagnostic préliminaire. Honeywell propose ce type de solution pour ensuite aller plus loin dans le détail. En fait, en fonction de ce que ce diagnostic va définir, et ben, il va y avoir certaines actions à mener. Ensuite, derrière cette cartographie, donc soit effectivement mettre du matériel de type Storm Shield à des endroits clés. Ensuite, challenger les fournisseurs sur que ce soit sur de l'HVAC, enfin du CVC ou de la vidéo, ce genre de choses, challenger les fournisseurs à procéder à certaines actions, mise à jour, mise en place de politiques de mot de passe qui changent régulièrement, de complexité, de routage, etc. en interne dans l'outil. Soit effectivement supporté par les équipes IT, soit demandé par les équipes IT qui souhaitent se décharger de cette partie-là au niveau de l'outil, c'est tout à fait envisageable. Et ensuite, c'est comme le disait Stéphane, c'est que faire ce genre de choses une fois ne suffit pas à se garantir et à se protéger, donc il faut avoir un contrôle permanent de cet état et du risque qu'on va avoir. Et Honeywell propose deux solutions, enfin trois. Une qui s'appelle Risk Manager, qui est capable de tout simplement analyser en temps réel les niveaux de risque sur différents systèmes, hors de toute marque. On n'est pas uniquement limité à de l'Honeywell, donc ça va être analyser le système de GTB, etc. Comme c'est déjà fait avec l'IT bien souvent quand c'est virtualisé, mais également pouvoir superviser des versions de Linux qui sont des couches souvent dans les automates, les caméras, tout ce qui est contrôle d'accès. Donc on va appliquer des risques et également à une autre fonction qui s'appelle ICS Shield qui elle va effectivement combiner certaines informations qui viennent de Storm Shield en termes de flux, pour appliquer des risques et des niveaux de visualisation globale. Et tout ça va être complété par une solution très globale, multibâtimentaire ou multisite, qui s'appelle Forge Cybersécurité. Pour donner un peu la map. Merci. Ok, une dernière question, qui est pour le coup, elle est pour Stormshield. Comment Stormshield arrive à identifier des trames dans le réseau OT, par exemple des trames BACnet, qui est anormal. En fait, on va voir donc sur les systèmes SNS, on va faire ce qu'on appelle du Deep Packet Inspection. Donc, on va vraiment inspecter le flux et regarder ce qui passe au travers de l'équipement, donc au travers du réseau, je dirais octet par octet. On va être capable d'identifier une trame BACnet, donc en fonction d'informations les informations qui sont véhiculées, on va identifier que c'est une trame BACnet. Et dessus, après, on a deux façons de faire. On va appliquer deux couches de contrôle. La première, c'est on va contrôler que, il est bien conforme, que la trame est bien conforme à une trame BACnet et qu'elle n'est pas anormale au sens standard du terme, je dirais. Et c'est à ce niveau-là, on va être aussi capable d'identifier des actions spécifiques qui sont menées par le protocole. Et par exemple, on va être capable de dire, tiens, cette action, c'est une action d'écriture qui est véhiculée sur le réseau.
est-ce que la machine qui émet cette trame, elle a la légitimité pour le faire. Donc ça se fait au travers d'une politique de sécurité. On va plutôt dire, je n'autorise que cette machine ou ce groupe de machines donc qu'on a identifié, qu'on est capable de reconnaître au niveau du produit Storm Shadow Network Security, comme étant les seules machines susceptibles d'émettre ce type de trame magnet. Et éventuellement, on va même dire à destination de tel autre type de machine. Vraiment faire du contrôle d'accès très très fin, tant au niveau du type de protocoles qui sont véhiculés, mais également au niveau du type d'actions qui sont inscrites dans les trames. Donc vraiment les messages, typiquement les messages BACnet qui sont véhiculés entre un poste de contrôle et un équipement. Donc là, on va être capable de faire ça. Et après, sur les menaces à proprement parler, donc là, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des bases de signature. Donc on va faire de l'IPS typiquement, sous réserve que l'attaque soit reconnue. On va calculer des signatures par rapport à ça. C'est le même principe qu'une base antivirale. C'est le même principe qu'un IPS en fait classique sur du réseau. Donc on va venir cette trame-là, on va la comparer à ce qu'on appelle faire du pattern matching, donc la comparer à une base de signature. Et si on reconnaît la trame comme faisant partie de la base de signature, et ben là on va être capable de bloquer cette attaque, ou du moins de venir informer si on ne souhaite pas mettre en place d'action de blocage. Du coup, cette question m'a suscité d'autres. Cas concret, attaque des serveurs et encryptage. Donc là, j'imagine que vous parlez de ransomware quand on parle d'attaque des serveurs et d'encryptage. Comment bloquer ce type d'action? Là, on va être typiquement sur du poste. En fait, le but, ça va plutôt être de protéger le poste de contrôle ou le serveur avec des solutions comme Storm Shadow Endpoint Security qui sont complètement conçues pour répondre à ce type de menace. Donc, on va venir, typiquement, sur l'encryptage, on va venir détecter qu'il y a un processus qui est en train d'altérer, par exemple, l'extension des fichiers, qui est en train de venir faire du… Donc, il y a plusieurs actions qui sont menées dans les phases qui sont menées par un ransomware au moment de l'encryptage. Donc, on va reconnaître ces actions-là et on va être capable de le bloquer au niveau du poste, donc faire ce qu'on appelle du contrôle de poste avec Storm Shadow Endpoint Security. Plus d'autres questions? On va pouvoir conclure ce webinaire en vous remerciant pour votre attention, en vous disant à la semaine prochaine pour le 5e épisode, donc c'est jeudi prochain à 15 h pour parler de données de santé. Et puis, je vais laisser la parole à Cédric pour qu'il nous dise au revoir. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.